Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons engager un sujet parmi les sujets que vous aimez. En fait, Écho de Paris aborde beaucoup les sujets sociopolitiques et on va quitter la France pour aller en direction d'un pays renommé pour son football, je pense, le Brésil. Et la nouveauté, vous devez sûrement le savoir, Lula a été réélu. En fait, c'est Luiz Inácio Lula da Silva. C'est bien ça. Donc, c'est le nouveau président du Brésil et il a deux défis à relever. Donc, relancer l'économie de son pays et réconcilier les Brésiliens, la société brésilienne. Nous sommes là pour en parler avec mon invité, Jean-Jacques Kurlianski. Bonjour Jean-Jacques, merci d'être là. Alors Jean-Jacques, tu es directeur de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès en France. Oui. Merci d'être là. Et puis celui qui nous l'a amené, et je le remercie d'être là aussi, c'est l'un des experts de cette émission, Fendi Nico, commentateur politique et sportif. Bonjour Nico, comment tu vas? Bonsoir Eugénie, ça va très bien et toi? Ça va. Patrice Niancé, consultant en stratégie d'entreprise. Bonsoir. Comment tu vas? Bon, ça va. Ça change, hein. Dans les précédentes émissions, tu étais beaucoup avec les femmes. Ah oui, tout à fait, ouais. Tu te sens mieux, là. J'ai l'impression que tu respires. Ah, on t'a parlé football. Oui, et puis un invité qui est déjà passé sur le plateau, très remarqué, hein. Il est passé sur le plateau il y a quelques mois, et on en a beaucoup entendu parler. Il revient, donc c'est le professeur Bertin Léopold Coyep. Il est professeur des universités, directeur de l'École supérieure de commerce et de gestion, et il vient nous annoncer un événement qui va se tenir très prochainement, donc au début du mois de décembre. Absolument. C'est bien ça. Merci. Merci d'être là. Alors, moi, ma question, c'est, il était parti, il est revenu, enfin, il a été réélu. Pourquoi Jean-Jacques Kurlianski? Je parle de... Alors, il revient, j'aurais tendance à dire, il revient de loin. Il a passé 1 an et demi en prison, oui. À tort. À tort. On l'a empêché de se présenter aux élections de 2018 où il était en tête des sondages. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a mis en prison? Un juge l'a mis en prison avant l'élection sous prétexte de corruption, notamment d'un appartement qu'il aurait acheté, etc. Bon, ce qui était totalement faux et ce qu'a reconnu la justice brésilienne, notre juge, mais après l'élection. Après l'élection. Et donc ça a créé des conditions... Après cette élection-là de 2018. 2018, et donc ça a créé les conditions qui ont permis à Jair Bolsonaro, un ancien officier, un ancien capitaine de l'armée brésilienne, qui en avait d'ailleurs été expulsé puisqu'il avait appuyé des revendications salariales de ses collègues officiers en mettant une bombe dans les toilettes de sa caserne. Donc c'est vraiment un personnage très particulier et qui a eu une gestion catastrophique. Alors justement, comment il a géré le Brésil pendant son mandat? Bon, disons qu'il l'a géré en fonction des intérêts les plus puissants de son pays. Donc ça s'est traduit par quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, notamment en Europe, c'est la déforestation de l'Amazonie. Donc effectivement, il a donné un quartier libre à un certain nombre d'intérêts, et notamment des grands éleveurs qui ont... Des grands éleveurs dans le pays ou des multinationales? Non, des gros éleveurs. Des gros éleveurs. Donc le Brésil est devenu, sous la présidence de Jair Bolsonaro, l'un des, peut-être le premier ou le deuxième exportateur de viande du monde, oui. Sur les espaces forestiers qui ont été gagnés par des intérêts locaux. Donc il y a des entreprises brésiliennes dans le secteur de la viande qui sont parmi les premières du monde. Donc il a donné carte blanche à ces gens-là. En matière sociale, sa gestion a été catastrophique, donc ça peut se mesurer par un certain nombre d'indices. Le problème de la malnutrition et même le problème de la famine a fait sa réapparition au Brésil. Il y a un certain nombre d'organismes qui mesurent ces phénomènes-là, qui considèrent aujourd'hui qu'il y a 15% des Brésiliens en situation de quasi-famine et 15% en situation de malnutrition. Alors donc, que... à l'époque de Lula, oui. Ça existait, beaucoup moins, mais ça existait et le problème avait été résolu. Donc voilà, il y a un grand défi pour Lula, pour le nouveau président,
qui va être difficile à relever, peut-être qu'on en parlera tout au long de l'émission, qui est de répondre aux attentes sociales élémentaires de populations on en est là. Alors, qui sont tombées dans la pauvreté. Oui. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous situer, parler du Brésil, enfin, voilà, superficie, population, pour qu'on comprenne un peu le contexte. Oui, alors le Brésil, c'est un des plus grands pays du monde par la superficie, plus de 8 millions de kilomètres carrés, plusieurs fuseaux horaires, 220 millions d'habitants, donc par ces éléments-là, on comprend que le Brésil, au même titre que le Canada ou les États-Unis, soit l'un des pays, ou l'Indonésie, l'un des pays les plus importants par sa superficie, par sa population, et qui a également de grandes ressources agricoles. C'est le plus gros exportateur agricole du monde. On parlait tout à l'heure de la viande, mais il y a également le soja, qui est très important. Il y a également les agrumes. Beaucoup d'agrumes qui sont mis en bouteille aux États-Unis, en fait, sont importés du Brésil. La viande de porc également, c'est un des plus gros exportateurs. Le café. Donc, vous avez toute une série de produits tropicaux, dont le Brésil est l'un des principaux producteurs. Alors, en termes de classification, est-ce que c'est... Alors, il est 13e économie mondiale, donc il fait partie du G20. À l'époque de Lula, il est vrai, dans un contexte économique international bien meilleur, le Brésil s'était hissé au 7e rang mondial. Et donc il est toujours une grande puissance économique, mais il a quand même perdu 3 ou 4 places dans la classification internationale. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en Amérique latine, c'est la première économie locale, régionale, la principale économie du marché commun du Sud. Donc c'est un marché commun qui a été créé au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, par le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le Brésil, d'un point de vue diplomatique, fait partie du groupe du G20, avec comme pays latino-américain aux côtés de l'Argentine et du Mexique, et il est également membre du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Donc Lula, il a j'ai envie de dire, du repain sur la planche. En fait, il doit tout recommencer. Il doit travailler sur les cendres de son prédécesseur. Alors, par rapport au résultat de l'élection, je pense que c'était une petite marge. Il a remporté, c'est bien ça. C'était très serré. C'était très serré. Et d'ailleurs, c'est encore l'objet aujourd'hui de tractations politiques. On le voit bien qu'au Brésil, actuellement, il y a des manifestations des bolsonaristes qui contestent les élections. Donc on est dans un schéma similaire à ce qui se passe s'est passé aux États-Unis. Alors il y a des millions de gens qui manifestent dans la rue. Les militaires, pour le moment, sachant que Bolsonaro, lui, est un ancien militaire, il ne se prononce pas vraiment. Donc, je crois comprendre en plus que bientôt il y a des élections législatives au mois de décembre. Oui, non, il a un maximum avec les députés de son parti, le Parti des travailleurs, et les partis alliés de gauche et du centre-gauche, il peut arriver à 160-170 députés sur 513. Sur 513, donc il n'a pas la majorité. Sa prise de fonction est prévue pour le 1er janvier 2023, normalement. Ouais. Alors justement, moi, ma petite observation déjà en écoutant Jean-Jacques, c'est de me dire que qu'on se situe en Afrique, au Brésil, donc en Amérique latine ou dans un pays européen comme la France, finalement la question de la démocratie, c'est quand même, on se dit, est-ce que c'est un bon système finalement? Parce que c'est 51, 52, 48%, même quand on voit bien que le président, qui n'a plus été réélu, n'a pas fait du bon travail, mais il y a quand même des manifestations pour dire on veut qu'il soit là. Donc on se dit, est-ce que la démocratie, c'est le meilleur système? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Alors la réponse est compliquée, elle est difficile, parce que c'est pas uniquement un problème institutionnel, c'est un problème de société. Et la société brésilienne au jour d'aujourd'hui est très polarisée. Comme elle l'est aux États-Unis. Il y a des gens qui refusent de reconnaître le résultat des élections. Il y a une partie importante de l'électorat brésilien qui est
religieusement parlant, fait partie des églises évangélistes, notamment pentecôtistes, qui ont soutenu le président sortant, Jair Bolsonaro, considérant que dans une partie du programme du président Lula, il y avait des éléments qu'il qualifie, je reprends leur vocabulaire, de sataniques. Wow. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, il y a une polarisation, il y a une non-reconnaissance de la légitimité de l'autre. Et là, c'est un vrai problème. Ça veut dire est-ce que le mandat de Lula va être vraiment très, très, très compliqué? Il va être très compliqué pour cette raison-là, pour cet électorat qui est ancré dans un certain nombre de valeurs qu'il considère incompatibles avec celles que défend le président Lula, notamment en matière de famille, de société, etc. Et il va être très compliqué parce que le président Lula n'a pas de majorité parlementaire. Donc son principal problème actuellement en tant que président, non encore en fonction, mais président élu, en tant que candidat, il a promis aux Brésiliens de maintenir, pour les plus pauvres, une aide sociale à un niveau élevé. Pendant la période électorale, le président sortant, Bolsonaro, l'avait augmenté l'aide sociale de 40%. Oui. Ce qui n'est pas constitutionnellement, c'était pas très correct. Mais bon, c'est comme ça. Et Lula assume et il a dit, moi je vais le maintenir ad vitam aeternam. Sauf que quand la présidente qui lui avait succédé, Dilma Rousseff, du même parti que lui, a été destituée, le successeur, Michel Temer, avait fait voter un plafonnement des dépenses de l'État pour les 20 prochaines années, en disant le budget de l'État, il est fixé au niveau 2016 pour 20 ans, en tenant compte malgré tout de l'inflation chaque année. Et si Lula veut que les plus pauvres bénéficient de cette aide sociale amendée en 2023, il doit faire voter un amendement constitutionnel dans le contexte décrit, sans majorité au Parlement. Donc, à l'heure actuelle, son principal travail, c'est celui-là. Donc, il y a des négociations de couloir à n'en plus finir. Il semblerait que ça soit possible, à une condition, de maintenir la présidence du Sénat et la présidence du Congrès des députés, de maintenir les présidents sortants qui étaient bolsonaristes. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le méli-mélo et tout ce à quoi ça peut donner lieu, et avec également, en vue d'élargir sa majorité, une main tendue à, disons, la droite qu'on qualifierait en France de républicaine ou démocratique, mais ce sont des gens qui veulent en échange des ministères, des postes, etc., ce qui crée un mécontentement à la gauche de Lula. Tout ça, ça demande d'être diplômé en gestion, et c'est pour ça que je tourne du côté de Bertin Léopold Poyep, donc, qui est professeur des universités, qui enseigne la gestion. Les sciences de gestion, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça t'inspire justement que cette élection présidentielle au Brésil? Globalement, ça nous ramène à un problème managérial, c'est la gouvernance. Vous savez, gérer les hommes, c'est quelque chose de très complexe. À l'échelle d'un grand pays comme le Brésil, on entre dans une autre complexité. Mais toujours est-il qu'il y a eu un gros exploit avec la réélection de Lula. Et je considère que c'est quelqu'un, durant ses 2 premiers mandats, c'est bien ça, il s'est attaqué à la fracture sociale. Il a pu régler un ensemble, il a donné la chance aux Brésiliens. Ça veut dire qu'il y avait à son époque ce que je peux appeler l'ascenseur social qui a fonctionné. Et ça a permis à certains gens de se retrouver dans la société. Parce que le Brésil, c'est assez complexe. Bon. Aussi complexe qu'en Afrique, pour ne pas dire au Cameroun. Alors, on ne cherche pas les problèmes au Cameroun. Autant compliqué qu'en Afrique, parce que quand on parle de la gouvernance, c'est quelque chose de transversal. Autant en France qu'aux États-Unis, qu'au Brésil, on a un cas pathétique avec le Brésil. Bon, aujourd'hui, il reprend les rênes. Et ce serait compliqué, comme dit... C'est compliqué, mais ça tient aussi... Je pense que le personnage, il est populaire parce qu'il a quand même réussi des choses au Brésil. Il est la preuve d'une réussite sociale. C'est ça. Ça dit que lui, fils de rien, a pu devenir président. Et ça tient aussi à son personnage qui est... Oui, c'est clair qu'en tant qu'ancien syndicaliste, il a quand même de l'aura, quoi. Il faut reconnaître ça, Alors, toi, tu vas former, à partir du mois de décembre, début décembre, en fait, des pépidocs.
c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, explique-nous ce que ça veut dire, parce qu'on voudrait comprendre, d'autant que les générations qui vont suivre, qui ont pour ambition d'être présidées aux destinées de leur pays, j'espère qu'il en sortira de meilleurs que ceux qu'on voit actuellement, aussi bien au Brésil qu'ailleurs, aux États-Unis, en Afrique. Enfin, les enseignants qui ont la charge d'instruire, d'éduquer, de former, d'inculquer des valeurs de management en gestion et en économie, est-ce que tu as conscience que, oui, il faut pouvoir mieux les former et c'est un défi à relever, en fait. Un très grand défi. Oui. Et pour ça, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique et de la googlisérisation, s'il faut le dire ainsi. Les jeunes vont beaucoup plus vers cette facilité-là. Oui. Mais toujours est-il que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous faisons tout ce qu'il faut. Et pour revenir un peu au projet, grâce à l'ambassade de France au Cameroun, et au ministère français des Affaires étrangères, sur les fonds FSPI, nous organisons au Cameroun... C'est quoi les termes techniques? Il faut bien expliquer parce que souvent ça nous perd et on veut toujours comprendre en fait. Moi j'aimerais toujours comprendre le fin fond des choses. Donc c'est le service de coopération et d'action culturelle. Donc, absolument, l'ambassade de France. Voilà. Et ce que tu disais là, c'est quoi le S? Le fonds FSPI, c'est le ministère français des Affaires étrangères et les Français à l'étranger, qui a un fonds qui s'appelle le Fonds de solidarité et d'entraide à l'innovation. Grâce à ce fonds, on a pu obtenir une subvention. D'ailleurs, moi, je parle en tant que président du comité d'organisation de cet événement scientifique, qui sera un regroupement des enseignants, chercheurs, français, africains, parce que la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion, cette année, aura une dimension sous-régionale. Oui. C'est la première édition sous-régionale, c'est-à-dire CEMAC, tous les pays de la sous-région Afrique centrale, qui se retrouveront au Cameroun du 5 au 7 décembre. En face, on aura donc des jeunes porteurs de projets de recherche. Ces jeunes, ils viennent d'où? De tous les pays de la CEMAC. De tous les pays de la CEMAC. Ils ont postulé, nous avons reçu des dossiers, on a fait une sélection au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'on a 35 dossiers retenus. Et à côté, il y a ceux qui ne sont pas de la zone, donc qui éventuellement ne vont pas bénéficier de la bourse de mobilité qu'on va mettre en place. Quand tu dis bourse de mobilité, c'est qu'il y a des frais aussi pour qu'ils viennent. Oui, la finalité du projet, c'est que la France encourage la jeunesse. Et l'objectif, c'est que pendant 3 jours, ils vont présenter l'avancement de leurs travaux de recherche en thèse et les meilleurs projets à la fin obtiendront une bourse de mobilité pour les laboratoires français. Donc nous travaillons en synergie entre les universités françaises et les laboratoires des universités, aussi bien que les associations francophones de recherche en sciences, économie et gestion. Donc je peux citer la GRH, l'IAS, laboratoire de l'université de Nantes, Paris 10 et autres qui s'associent. Donc, parce que c'est ces laboratoires qui vont accueillir ces jeunes à qui la France va donner des bourses de mobilité. Donc, ils présentent leurs travaux de recherche. Nous, en tant qu'enseignants, on évalue la pertinence de ces travaux et les meilleurs. Et pendant cette période-là, donc, il faudra sélectionner les meilleurs qui vont... Absolument. Il y a eu une première sélection, c'était la soumission des dossiers et nous, on a retenu ceux qui... Alors, sur quelle base, justement? Sur quelle base sans être secret défense, je pense que je ne pose pas une question inappropriée, mais sur quelle base on sélectionne les dossiers? Il y a un guide méthodologique. Donc, dans le guide méthodologique, il y a un ensemble de choses. C'est-à-dire que la nécessité de présenter un projet viable, la finalité, ou bien l'objectif de son projet de thèse, parce que ça compte beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on fait une thèse? Est-ce qu'elle règle un problème de société spécifique? Tout à fait. Absolument. Et parmi justement les dossiers qui ont été soumis,
c'était des dossiers intéressants. Bon, 35 dossiers, c'est bon. Oui, on a pratiquement 35 plus quelques dossiers des Marocains qui... D'accord. Et plus c'est Marocains, Sénégalais, autres qui ont bien voulu nous envoyer leurs dossiers, bien qu'ils ne vont pas concourir à ces bourses de mobilité. D'accord. Donc, mais au moins, s'ils peuvent présenter pour améliorer. C'est 5, 6, 7 décembre. 5, 6 et 7 décembre prochain. À l'Institut français du Cameroun à Yaoundé. D'accord. Et pendant ces 3 jours, c'est un événement scientifique qui aura pour objectif aussi final de constituer un hub de recherche au niveau de la communauté économique de l'Afrique centrale. Donc, en mettant sur pied ce hub, ça veut dire que... Alors, c'est intéressant que tu viennes de le dire parce que vu de l'extérieur, on a toujours le sentiment que ces grosses organisations, la CEMAC, la CEDEAO, même par exemple la BAD, enfin tous ces organismes financiers et économiques, ils ne font rien, même l'Union africaine. On a l'impression qu'il ne se passe rien, tellement ils ne communiquent pas, tellement... Enfin, on reste dans notre précaré schizophrène de la France est contre nous, le pays n'avance pas, et pendant ce temps, vous, quand je dis vous, c'est évidemment le corps enseignant, les organisations internationales, africaines notamment, elles ne communiquent tellement pas qu'on a l'impression finalement qu'on est laissé de côté et qu'on ne se soucie pas de l'avenir du continent dans les prochaines années. Donc c'est très bien de venir nous annoncer ça. Ces jeunes, quand ils vont être sélectionnés, en fait la question c'est comment en tant qu'enseignant tu peux te dire ah oui, là j'ai quelqu'un qui a un très bon dossier, à la fois bien écrit, il le présente bien et que ça peut être un futur leader de la société. Globalement, il faut se dire que tous ceux qui viennent, que ce soit des économistes ou des gestionnaires, sont des futurs dirigeants de la société de demain. Être en thèse, c'est avoir déjà fait un cheminement assez important. Et quand on entre en thèse, ça veut dire c'est 3 années de sa vie, mais c'est 3 années assez complexes et difficiles qui marquent toute la vie. Alors, parce que vous deviez travailler sur une problématique qui consiste en réalité à résoudre un problème sociétal. Moi j'ai une question à poser parce que des thésards dans nos pays, on en a beaucoup. On en a beaucoup et ça fait depuis les indépendances qu'on a des docteurs. Tellement plein qu'il y a un thésard gabonais qui a dit les diplômés, vous devrez être plus intellectuels. Bon, je pense que vous deviez comprendre une chose. Nico, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais c'est grave. Donc moi, j'aimerais comprendre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui entreprennent dans la communauté, notamment les jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être eux aussi les leaders de demain? Parce que c'est des gens aussi qui sont très connectés au numérique. Finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, il y a une dichotomie entre les anciens, donc on va dire la vieille école, qui sont plutôt donc les thésards, les docteurs. Alors, c'est pas péjoratif, c'est même très bien qu'il y en ait parce qu'il en faut, entendu. Mais aujourd'hui, une génération qui est très connectée, qui est au courant de tout ce qui se passe, qui a l'information très rapidement et qui peuvent être amenés à prendre des décisions aussi demain. Donc, globalement. Parce que justement, tout à l'heure, comme vous évoquez, il y a un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères françaises et vous êtes en collaboration avec l'Institut français. L'ambassade de France au Cameroun. Voilà, l'ambassade de France au Cameroun. Aujourd'hui, quand on regarde la politique d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très très tourné vers le 2.0, même 3.0. Donc, et c'est quelqu'un même, c'est quelqu'un qui a l'âme d'entrepreneur quand on regarde Emmanuel Macron. C'est pas quelqu'un, c'est pas un il vient du monde financier, c'est normal. Finalement, est-ce que quelque part, voilà, ça peut pas être aussi une alternative crédible que de mettre en avant des entrepreneurs qui pourraient potentiellement, et même je dirais même, voilà, vu le contexte de nos pays, depuis les indépendances, qui seront même amenés réellement à changer les choses. Je vais peut-être répliquer par une petite question. Vous croyez que un thésard n'est pas un entrepreneur? C'est pas l'image qu'on a. Alors oui, vous deviez. Ce que je dis, c'est qu'un thésard peut être un entrepreneur. Voilà. Oui, mais on voit le résultat en fait, c'est qu'il y a beaucoup de thésards depuis la fin des indépendances et nos pays ne décollent pas. Donc, est-ce que la solution pourrait venir d'un autre facteur, donc en l'occurrence les futurs entrepreneurs qui peuvent. Tout à l'heure, on évoquait le cas du Brésil et on a ciblé un mot fondamental qui était le problème de la gouvernance. Mais pour revenir au contexte africain, ou bien à la problématique des thèses et ceci, aujourd'hui, depuis la réforme du système universitaire, de plus en plus on parle de la professionnalisation des enseignements. Pourquoi est-ce que nous formons ces jeunes-là aujourd'hui?
c'est par rapport à l'environnement économique. C'est un ensemble de choses, c'est l'anticipation, c'est la gestion du monde de demain, c'est les métiers de demain qui sont même aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas envisager que dans 5 ans, voilà les nouveaux métiers. Vous voyez que le numérique vient créer une révolution. Et grâce au numérique aussi, c'est un outil même pour nos enseignements aujourd'hui. Mais est-ce que c'est d'accord, mais là, vous parlez de recherche, vous parlez de scientifique, mais moi, la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est à qui ça va profiter? Parce que si vous dites qu'ils viennent en France, est-ce que c'est pour après repartir Absolument, on donne des bourses de mobilité. Ça dit qu'on leur permet de venir. Attendez. C'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois. Non, écoutez, je connais beaucoup d'étudiants qui sont venus ici et qui étaient censés repartir pour mais sur le continent. Non, mais c'est pas la faute des étudiants de rester. Moi, j'étais il y a quelques semaines invité d'une émission à la chaîne de télévision au Cameroun, à la chaîne nationale d'ailleurs, où on évoquait ce problème de retour. Moi, j'ai dit, mais il nous revient. Nos pays, c'est nos pays qui doivent créer des conditions d'accueil et de retour. Et je vais d'ailleurs vous surprendre. L'avenir en 2050, c'est où? C'est pas en Europe, c'est en Afrique. Nous avons encore des terres. Tout le monde le sait. Voilà. On est tous d'accord. Mais simplement, quand vous dites les conditions de retour, c'est-à-dire que vous attendez que ce soit l'État qui crée les emplois. L'État doit jouer un rôle régalien. Pas créer, je n'ai pas. Attention. L'époque où l'État créait les emplois sont dépassés. Ça, il faut. Aujourd'hui, un jeune. Moi, je crois, elle me présentait tout à l'heure, je suis professeur des universités françaises, mais à côté, je suis promoteur d'une école de commerce en Afrique, une business school, qui s'appelle l'École supérieure commerce et gestion de Yaoundé. Nous formons les jeunes par rapport à la problématique de la... Mais est-ce qu'on forme les gens pour les besoins du pays? Parce que moi, effectivement... Pas seulement du pays, les besoins sont similaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde... Ils ne sont pas similaires. On a un retard qu'il faille combler. La digitalisation, c'est une opportunité pour nous de rattraper ce gap-là. Oui, mais si on n'a pas de data center et si on n'a pas d'électricité, comment... Oui, mais voilà, attaquons-nous au vrai problème. Et le problème de l'électricité, rentre dans le cadre de ce que j'appelle le problème de gouvernance en Afrique. C'est encore la gouvernance. Oui, en réalité, il faut prendre des initiatives. Oui, mais est-ce que c'est la gouvernance? Je vais vous surprendre, il y a des pays en Afrique qui ont réglé le problème énergétique, comme le cas du Maroc. Le Maroc, c'est un des pays, même en termes de bancarisation. C'est une monarchie. C'est une monarchie. C'est un pays, ça reste que c'est un pays. C'est de la gouvernance. Que ce soit une monarchie ou pas, il faut qu'il y ait un leader. D'accord. Un leader qui pense ce pays, parce que c'est ça la réalité. Il faut aimer son pays. Et je vais vous dire très clairement que les questions de développement, c'est une question de volonté politique. Oui. Moi, j'aurais dit plutôt une question d'objectif, parce que moi, je trouve qu'on n'a pas forcément... D'abord, la volonté politique. L'objectif, c'est nous qui fixons les objectifs. C'est les gaps, et on peut les atteindre. Il y a 20 ans, le Maroc n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais le roi était visionnaire. Le roi était visionnaire et il a posé des objectifs. Voilà. Et il a fait venir les moyens. C'est tout. Alors, au-delà du roi, donc vous croyez que dans notre contexte, au-delà du Maroc, il y a d'autres pays. Il y a des pays en Afrique où... La calebasse. Oh, j'aime bien la question. Je vais la poser à tous les quatre. Je vais commencer par Jean-Jacques Kourlianski. Alors, je rappelle qu'il est là pour parler de l'élection brésilienne qui a vu Luiz Inácio Lula da Silva revenir au pouvoir avec de nombreux défis. Donc, Jean-Jacques Kourlianski est directeur de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès en France. La question, c'est la place de l'homme, c'est où? La place de l'homme? De l'homme, c'est où? Très belle. Attention à ce que tu vas Attention à ce que tu vas dire. La place de l'homme, c'est où? Bon, on va revenir au Brésil. Je dirais que la place de l'homme brésilien en Amérique latine, elle est aussi en Afrique. Oui, très bien. On l'a oublié. Oui. 54% des Brésiliens, lorsqu'ils sont consultés dans un recensement, se déclarent comme afro-descendants. Oui, absolument. Le président Lula, quand il était président, avait sollicité le Nigeria pour faire des rencontres régulières entre pays africains, l'Afrique noire et Brésil, ce qui a fonctionné pendant sa présidence et celle de Dilma Rousseff qui n'a plus fonctionné avec Jair Bolsonaro. Donc il y a eu, au-delà de tout ça, le Brésil avait ouvert beaucoup d'ambassades dans les pays africains.
beaucoup de projets de coopération, où il y avait l'intérêt brésilien aussi, mais qui pouvait présenter pour les pays africains un équilibre, un acteur équilibrant, non seulement les anciennes puissances coloniales, mais aussi les émergents montants, comme la Chine et un certain nombre d'autres pays asiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lula, Celso Amorim, qui a été son conseiller diplomatique pendant la campagne, et Lula lui-même, on leur pose la question, quelle va être demain votre politique étrangère? Alors ici, en Europe, on a surtout une vision écologique. Lui a répondu, et Celso Amorim, nous allons reprendre le chemin de l'Afrique. Très bien. Bon, alors comment, tout à l'heure, on a signalé que la priorité pour l'homme brésilien, elle est d'abord de manger, une priorité sociale. C'est le premier chantier du président Lula. Mais en politique étrangère, l'Afrique, apparemment, d'après ce qui a été dit, mais compte tenu de ce qui avait été fait lors des présidences précédentes, il va y avoir un effort diplomatique et au-delà important, semble-t-il, d'après ce qui a été annoncé, en direction de l'Afrique. Donc ma réponse, en restant dans le cadre pour lequel j'ai été invité ici, c'est l'homme brésilien va avoir un œil dirigé sur le continent africain, en direction du continent africain. Je voudrais rebondir sur l'intervention de monsieur. C'est vrai que la diaspora africaine la plus importante à l'extérieur de l'Afrique se trouve au Brésil. Et ça, souvent, on oublie de le remarquer. Et c'est vrai que pendant la présidence de Lula, il y avait vraiment une vraie collaboration entre l'Afrique et le Brésil. Et effectivement, à l'arrivée de Bolsonaro, elle a été pratiquement rompue. Donc effectivement, c'est pour ça que l'Afrique apprécie énormément Lula et qu'on attend son retour avec impatience. Voilà, alors Bertin Léopold Coyep, donc je rappelle qu'il est professeur des universités, il est directeur de l'école supérieure de commerce et de gestion. Il vient pour annoncer, messieurs, mesdames, donc une quoi, comment on peut appeler ça? Un événement scientifique. Voilà, une formation, un événement scientifique. C'est un colloque de recherche pour les doctorants. Très bien, donc pépinière doctorale et hub de recherche d'Afrique centrale au Cameroun. Donc c'est le thème de cet événement. Ce projet est financé en partie par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun et il est porté par toi. La place de l'homme, c'est où, Jean Bertin? Bertin Léopold. La place de l'homme doit être au centre de toutes les préoccupations. Vous savez, je suis... Non, c'est le langage diplomatique. Non, c'est pas diplomatique. Moi, là, je parle en tant qu'enseignant. Moi, j'enseigne la GRH. Et dans la GRH, j'enseigne un cours spécifique sur la notion de compétences, en gestion des ressources humaines. Donc, vous savez, en management, on donne une définition qui est assez transversale. Oui. C'est quoi la définition? Qu'est-ce que le management? C'est l'art et la science de faire des bonnes choses par de bonnes personnes au bon moment et au moindre coût. Très bonne formulation. Voilà. Et justement, c'est très bien de dire ça, parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui fait, à quelque niveau que ce soit, au niveau de la famille, au niveau de l'État, enfin, en termes d'homme président, au niveau d'une société, qu'est-ce qui fait un bon dirigeant, un bon gestionnaire, un bon leader? C'est celui qui met d'abord l'homme au centre de toutes les préoccupations. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est gérer les hommes. Donc, que ce soit... En général, ce sont les hommes qui gèrent les hommes. Depuis, la majorité des dirigeants dans ce monde sont des hommes. Non, quand on dit homme avec grand H, ça peut être... Oui, bien sûr, mais jusqu'à présent, il n'y a pas 36 000 femmes au pouvoir dans le monde. Ça monte, aujourd'hui, dans les universités, et quand on prend même en termes de taux de ceux qui arrivent à finir avec les thèses... C'est les femmes. Oui. Mais moi je parle de... Je veux dire que même dans la pratique aujourd'hui, les femmes prennent l'essor au niveau... C'est vrai que quand on essaye de faire de la statistique, on a encore des taux très faibles pour les dirigeants de grosses entreprises. Mais je fais une particularité. Il y a moins de 5% de grosses entreprises qui sont dirigées par les femmes, mais sont des entreprises les plus résilientes. Ça, il faut le reconnaître. C'est les entreprises les plus performantes, parce que la femme est assez prudente. Bon,
Alors, sur le champ politique, donc beaucoup de présidents sont des hommes. Oui. Qu'est-ce qui fait un bon président? Comment des hommes n'arrivent pas à résoudre la question sempiternelle de la faim? Enfin, comment en 2022, au Brésil, comme dans d'autres pays africains, il y a encore cette question de la famine, de la malnutrition dans des pays gérés par des hommes? Est-ce que je pose bien la question? Je ne sais pas. Bon, moi, juste pour rebondir sur la réponse du professeur ou du directeur, enfin, moi, je pense que ce qui vraiment aide au management, ou en tout cas faille qu'on arrive à mieux gérer les hommes, pour moi, c'est le projet, le pourquoi. Parce que j'aime bien cette formulation, le pourquoi, le comment et le pourquoi. Et c'est vrai que dès qu'on a un projet qui est clair, on a un objectif qui est clair, ça veut dire qu'on soit musulman, il s'appelle traditionnaliste, quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie dont on vient, on arrive à se fédérer. Or, je pense que ce qui faille tout un peu mélangé, c'est qu'on n'a pas d'objectif clair. Personne ne sait où on va, on ne sait pas, donc chacun essaie de bricoler, et donc du coup on se perd, et donc le management n'est pas possible. Non, c'est possible. Moi, j'enseigne un cours aux jeunes sur la détermination des buts. Vous venez de le dire, si un but ou un objectif n'est pas spécifique, on ne peut pas l'atteindre. Comprenons qu'aujourd'hui, nous entrons dans un monde assez globalisé. Et un Africain a dit, je vais peut-être citer le nom, Amadou Koné, à l'époque il était secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Il a dit un jour que quand on a loupé la ligne de départ, il vaut mieux chercher à la retrouver, sinon il n'y aura point d'arrivée. Donc voilà la réalité de nos pays. Elle parlait d'un problème de famine. Vous comprenez qu'on est nous avons pratiquement l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres. Voilà. Alors vous vous rendez compte qu'on a des terres. L'Afrique est moins peuplée. Oui, on a 80% des terres. Ça veut dire que je prenais l'exemple de ce qu'on vit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On nous a laissé croire pendant longtemps que le blé ne pouvait pas pousser en Afrique. Oui. Il a fallu qu'il y ait cette guerre pour qu'on se rende compte. Pour qu'on essaye. Oui. Donc, je vous dis, il faut dépasser certains stéréotypes. Ne pas avoir peur. Croire en nous et avoir une vision. Alors, professeur, toi qui es au cœur même on va dire, des curriculés, c'est comme ça qu'on dit ça, enfin, des formations et tout ça, est-ce que on est à même de faire confiance à l'avenir? Est-ce qu'on a même de se dire, parce que tu es convaincu que ces jeunes que tu formes détiennent les clés pour les problèmes d'aujourd'hui et de demain, en fait? Absolument. Oui. Sauf qu'il faut beaucoup anticiper aussi. Oui, tout à fait. Et il faut se dire qu'il y a une grosse marge d'imprévu. Moi, je disais tantôt qu'au jour d'aujourd'hui, si on posait une question à l'aveuglette, quels sont les métiers de demain? Personne ne peut répondre. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'engrenage de l'innovation. Et ça, il faut retenir. Alors, innover dans quel domaine, dans quel secteur? Je ne suis encore pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on a des besoins. Moi, en fait, normalement, l'innovation répond à des besoins qu'on a actuellement. Voilà. Je veux dire que quand on voit l'état, entre guillemets, du continent africain, je veux dire qu'il y a tellement de choses à faire. Oui, tout à fait. Et c'est une chance pour l'Afrique. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on est un des rares continents où, en termes de croissance, on peut encore atteindre les 2 chiffres. Ça, il faut reconnaître. L'Afrique a construit tout à fait en Afrique. Et pour ça, on a besoin de compétences. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas des gens bien formés, on ne va pas construire. Alors, c'est quoi vous voyez, à côté de ça, on a cette chance que l'Afrique regorge, c'est une terre sacrée. Alors justement, quand vous dites bien formé, c'est dans quel sens? Parce que on peut être bien formé en Occident pour répondre aux besoins du marché occidental. Non, aujourd'hui, nous contextualisons. Aujourd'hui, qui viennent se former en Occident, donc, et qui restent en l'occurrence. Est-ce que ceux qui sont destinés à prendre le lead demain dans nos pays africains sont formés aux réalités africaines? Est-ce que vraiment ils comprennent en fait les enjeux politiques et géopolitiques du continent africain et surtout la place que l'Afrique doit occuper dans le monde? Sauf si on veut si c'est pour reproduire en fait la version numérique
des politiques antérieures, ça n'a pas d'utilité. Non, écoutez, les choses ont changé. On espère bien, justement, il faut que ça change d'ailleurs. Même pour la France. Nous ne sommes plus dans les années 58-60 avec l'indépendance. Il y a un nouveau contrat social qu'il faut renégocier. Et pour renégocier le contrat social, la jeunesse est au centre de toutes les préoccupations. Avec le digital, vous voyez la circulation des informations. Donc moi je dis, autant on forme un jeune, ce n'est pas pour l'emploi en Europe ou en Afrique. L'emploi, c'est... autant en France, on a des problèmes d'employabilité. Cameroun, on a les mêmes problèmes. Oui. Mais quand on parle de digital, on oublie toutes les étapes qui sont avant. C'est vrai que tout le monde parle de digital, mais le digital, il faut du courant, le digital nous donne des atouts pour mieux assimiler et même acquérir les compétences. Le digital ne sert que pour la productivité. L'esprit débrouillard de l'Africain qui, quand il sait qu'il doit communiquer depuis son téléphone portable, il va aller s'acheter 5000 francs CFA, 2100 francs de crédit de communication. Faire ce qu'il a à faire. Hein. Voilà. Donc, et vous savez, regardez, moi je vais vous dire l'ingéniosité de l'Africain. Regardez ce qui s'est passé avec les téléphones portables. Hein? Aujourd'hui, nous parlons des mobile money et autres. Ça a été créé en Afrique. Hein? C'est les Kenyans. Il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'il y a un problème de mindset et il y a un problème de contextualisation. Quels sont les problèmes de nos sociétés? À partir de là, on peut utiliser l'outil digital pour créer des applications et régler. Nos mamans hier qui récoltaient la patate ou des macabos, elles avaient un problème même de commercialisation. Pourtant, il y a un besoin. Mais Jean-Jacques, tu veux... Oui, je vais vous apporter un bémol sur l'utilisation des portables, les réseaux sociaux, l'informatique, tout ce qu'on voudra, le numérique. Au Brésil, toutes ces nouveautés technologiques ont été mises au service de fausses nouvelles, de diffusion massive, qui ont permis d'ailleurs en 2018, qui ont facilité l'élection d'un candidat irresponsable au regard des défis posés à sa population. Et les technologies modernes de communication ont été utilisées de la même manière cette fois-ci, y compris par Lula. C'est-à-dire que considérant du côté de Lula que les attaques sous forme de fausses nouvelles massives, passant par les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup par WhatsApp, certaines entreprises avaient mis tout leur réseau de clients à la disposition de Bolsonaro. Donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu par le code électoral et c'est aussi quelque chose auquel la démocratie demande du temps. C'est donc pour ça que pour démonter les fausses nouvelles, ça dépasse les délais d'une campagne électorale. Donc la réponse de Lula, c'est ça qui pose problème, a été de recourir aux mêmes mauvaises méthodes, si on se place d'un point de vue démocratique, considérant que c'était la seule qui permettait de créer des contre-feux. Donc, je veux dire, attention, de la même manière que dans les livres, on peut imprimer Mein Kampf ou la Bible, c'est la même chose pour les technologies nouvelles. C'est pas la faute à la technologie. C'est pas la faute, voilà. C'est l'utilisation. C'est pas la faute à la technologie. Mais simplement... Mais on ne peut pas dire que la technologie est la voie de l'avenir. Non, tout dépend de la façon dont la technologie a révolutionné. Quand l'imprimerie est arrivée, ou pour le mal. Voilà. En fait, mais là, ça dépend de l'enjeu qu'on veut en faire. Mais ça n'est pas mis au service de la productivité ou de la qualité ou en tout cas de la réactivité. Voilà, c'est pas utile. Effectivement, elle peut être servie pour faire des réseaux sociaux qui servent finalement, qui sont contre-productifs. Non, mais tout à l'heure, tu parlais d'avoir un objectif ou bien une vision assez claire. Mais moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça la vision. Autant quelle qu'en soit la manière ou les outils qu'on utilise, même nous, on parle souvent des étudiants qui font du plagiat. Alors, c'est faire du copier-coller. Ce n'est pas rentrer dans une recherche pertinente. C'est être improductif. On a dans la société la promotion des cancres aussi. Ça, il faut le reconnaître. Quand moi je parle d'objectifs, par exemple, en agriculture africaine, par exemple, on a une productivité par exemple, qui est très faible par rapport à ce qui se fait dans le monde. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques, on peut améliorer
en faisant même, il a cité le cas du Brésil avec la coopération Sud-Sud, qui est un bel exemple. On peut citer le cas du Maroc avec l'OCP, le phosphate, qui fait des engrais, qui développe. Vous voyez, moi je vais vous dire, nos pays en Afrique centrale, pour prendre l'exemple du Cameroun, c'est un pays purement agricole, qui a 2 saisons de pluie. Mais aujourd'hui, un pays comme le Maroc est premier exportateur des agrumes en Afrique. Tout à fait. Mais pourtant, au Maroc, on fait des agrumes sucés. Au Cameroun, vous savez, la particularité, c'est un des rares pays au monde où tu suces une mangue ou une orange, tu jettes les pépins, ça pousse tout seul. Ça pousse jusqu'à sans effort. Sans effort, ça veut donc dire productivité reste quand même très faible. Oui, mais parce que les gens n'ont pas pris. Où ça dans nos sociétés? Mais c'est là tout à l'heure, lui, il n'avait aucun problème je crois, des métiers. Oui. On croit que l'agriculteur, c'est le pauvre de la société. Mais non, pourtant, c'est grâce à l'agriculteur qu'on nourrit la société. Ça veut donc dire qu'à l'époque des indépendances, je prends le cas du Cameroun, on avait des zones comme le Mungo, dans le littoral du Cameroun, qui était une zone purement agricole. Et les leaders d'aujourd'hui sont pratiquement les fils des cultivateurs, des planteurs comme on appelait à l'époque, mais qui sont aujourd'hui des leaders. Or, c'est les parents qui étaient des cultivateurs, et plus c'était une époque où l'ascenseur social existait, c'est le même cas qu'au Brésil. Alors, il faut on va reparler du Brésil. Jean-Jacques Kolianski. Donc le défi de Lula, finalement, donc, comme je l'ai dit au départ, c'est donc de réconcilier la société brésilienne et relancer l'économie. Alors, c'est quoi les priorités? Bon, il y a des Brésiliens, tu l'as dit, qui meurent de faim, malnutrition, etc., etc. C'est un gros challenge. Là. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Les défis qui se posent au nouveau président brésilien sont les défis qui se posent à tout président. Mais oui. Tout dépend finalement du sens des responsabilités qu'il entend jouer à l'égard de son peuple. C'est ça. Donc s'il entend favoriser une catégorie sociale, comme c'était le cas à l'époque du président sortant, Jair Bolsonaro, donc ne pas gérer la totalité de la population brésilienne, ce qui n'est pas le cas de Lula. Donc on l'a vu lors de ses précédents mandats, sa priorité dans ses premiers mandats, c'était de donner à manger aux gens, ensuite de leur apporter l'électricité, d'améliorer les salaires minimums et les aides sociales parce que ça favorise la consommation intérieure et ça a des retombées sur les industries locales de produits électroménagers élémentaires. Donc ça crée de l'emploi et ça permet au Brésil, ça lui aurait permis, si ça avait été poursuivi dans cette ligne, de gravir un certain nombre d'échelons dans le développement, tout en notant malgré tout qu'il y a certains secteurs, pas beaucoup, mais notamment dans l'aéronautique, où le Brésil avait acquis des compétences industrielles, paradoxalement à l'époque de la dictature militaire. Donc c'était un projet national. Pas paradoxal. Quand on dit militaire, forcément aéronautique, avion de chasse. C'était un projet nationaliste, donc de la part il y avait un projet informatique, il y avait le projet éthanol, donc utiliser la canne à sucre pour faire des carburants pour les automobiles. Donc le pays avait été pionnier à l'époque et Lula s'inscrivait dans cette voie en ajoutant à cette dimension industrielle et nationaliste des militaires une dimension sociale, des politiques sociales actives qui avaient donc des politiques, disons, keynésiennes en vue de créer du social et avec le social du développement, de la consommation et du développement. Alors est-ce qu'il va avoir les moyens de refaire ce qu'il avait fait dans les années 2003-2004 à 2010? Bon, le contexte international, évidemment, n'est pas le même. La demande chinoise, qui avait été la locomotive de la croissance brésilienne, comme de beaucoup d'autres pays latino-américains, n'est plus ce qu'elle était dans les années 2003-2010. Peut-être que c'est un bien, d'ailleurs, parce qu'elle avait joué en faveur d'une reprimarisation des économies d'Amérique latine. Les Chinois achètent du brut et vendent des produits à forte valeur ajoutée. Donc, bon, là, il y a un problème
que le Brésil devra régler avec notamment l'Europe. Il fait des appels du pied désespérés à l'Europe, comme les Chiliens ou les Argentins. Il y a l'Afrique, il y a les pays arabes. Donc je ne sais pas très bien comment Lula va se débrouiller pour essayer de refaire la martingale qui lui avait permis de gagner finalement dans les années 2003-2010. Fendi, Nico? Oui, alors moi Jean-Jacques, j'ai une question, parce que tout à l'heure tu évoquais que donc, plus de 54% de la population est afro-descendante au Brésil. Les enjeux en fait pour eux, pour la communauté noire du Brésil, se situent à quel niveau entre Lula et Bolsonaro? Est-ce que une voix comme une Jamila Ribeiro a eu son pesant d'or Non, il y a une prise de conscience d'une partie de la nouvelle classe moyenne afro-descendante au Brésil pour accéder à un même niveau de respect social, ou d'égalité intellectuelle, d'égalité sociale. Donc Lula avait déjà été dans cette direction-là en introduisant dans les programmes de l'école primaire et des collèges un enseignement de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire des afro-brésiliens. Donc pour faire une mise à niveau, une petite anecdote, dans ces années-là, j'avais rencontré un intellectuel afro-brésilien qui m'avait dit, bon écoute, moi, je peux te dire à quelle date on a coupé la tête à Marie-Antoinette, mais si tu me poses une question sur l'Empire du Ghana, je ne sais pas. Donc il faut changer tout ça. Donc effectivement, ça avait été mis en place à l'époque de Lula. Donc c'est très important parce que ce qu'on oublie, c'est que les afro-descendants, que ce soit d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale, de la Caraïbe ou d'Amérique du Sud, ont une culture intellectuelle, une culture en général qui n'est pas celle de l'Afrique. Les indépendances ont été des indépendances des descendants des colons espagnols, anglais, français, etc. Et donc il y a une transmission des hiérarchies sociales associées à la couleur qui est quelque chose qui est fondamental. Il faut comprendre ça pour bien voir que la couleur de peau ne veut rien dire. Je veux dire, ça ne crée pas automatiquement des solidarités, parce que la culture, je me rappelle Léonora Miano un jour dans une conférence qui disait, bon moi, au Cameroun, quand je sortais dans la rue, j'achetais mon pain, le boulanger était noir. Je regardais la télé, le président était noir. J'allais à l'école, mon institutrice ou ma professeure était noire. Donc je ne suis pas dans la même situation qu'un migrant, disons, africain en Europe, mais encore moins sur le continent américain où pèse cet héritage de l'esclavage qui crée des gros problèmes de relationnement. Je dirais que par exemple ce qui a causé la chute de Dilma Rousseff, évidemment c'est pas le crime contre la Constitution qui a été avancé par ceux qui l'ont renversé, mais c'est le fait que pendant la période de Lula et dans la période Dilma Rousseff, il y a eu des remises à niveau. C'est-à-dire que les quotas dans les universités publiques ont fait qu'il y a eu de plus en plus d'étudiants noirs à l'université et que les petits blancs, disons, qui avaient un avantage uniquement dû à la couleur, se sont trouvés en minorité, ou du moins au même niveau. Au même niveau que les autres. La montée sociale, les aides sociales, etc., ont fait entrer dans la consommation les Noirs brésiliens qui, au lieu de prendre l'autobus pour se rendre d'un côté à l'autre du pays, ont pris l'avion. Et donc, les voyageurs blancs ont dû faire de la place aux voyageurs noirs. Ils n'étaient pas habitués. Et le dernier élément qui a été, aussi, il me semble, assez fondamental, Dilma Rousseff a fait voter une loi obligeant la reconnaissance du personnel domestique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au Brésil, où les personnels de maison, personnel domestique, c'est le pays du monde avec les pays du Golfe où il y en a le plus. Et 70 à 80% de ces personnes sont des femmes noires. Et donc il y a des personnes de classe moyenne inférieure blanches qui se sont trouvées en difficulté financière. Alors ça, ça mérite une autre émission sur le Brésil tel qu'il est aujourd'hui. Et puis aussi la diaspora brésilienne de France. Je voudrais vous réinviter, te réinviter, Jean-Jacques Kurlianski, à venir nous parler justement de ce Brésil
là-bas et ici. Donc je rappelle que tu es directeur de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès en France. Et puis le professeur Bertin Léopold Coyep, donc professeur des universités. Rappelle-nous la date de ton événement. Donc c'est au mois de décembre. C'est un événement scientifique. Oui? Je ne suis que le président du comité d'organisation. Donc l'événement, c'est un événement de l'ambassade de France. Voilà, oui. C'est un colloque scientifique. Nous, généralement, on appelle ça les doctorales. Oui. Donc ici, c'est des pépinières doctorales de la CEMAC qui auront lieu à Yaoundé le 5, 6, 7 décembre. Prochain. Voilà. Et ce sera dupliqué. On a cette année, on a l'année prochaine. Et après, j'espère que le projet va se pérenniser. On l'espère. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. J'espère vous revoir très prochainement, Monsieur Jean-Jacques Kourlianski, pour le Brésil. Alors, j'ai tellement de fiches, hein, le professeur Bertin Léopold Coyep pour l'enseignement, et puis mes chers experts, Fendi Nico et Patrick Diancé. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur Vox Africa. Merci. Salut.